sommes des Guadeloupéens. Et moi, je ne peux pas, ne me demandez pas de parler de ce sujet-là qui concerne mon pays, la Guadeloupe. Papa, moi, c'est mon grand boumar galant. Maman, moi, c'est mon Saint-Anne. Pas moi parler de ce sujet-là, ça, conscientification colloque à l'université de Nice. On obligé de parler de ça avec qui à Guadeloupéen. Et c'est vrai que quand je suis rentré une vingtaine d'années, après mes 10 ans de Guyane, je parlais de ces sujets-là, article 72, article 60. J'ai compris, et je le disais à Jean-Victor Castor, député de la Guyane, en Martinique, où j'étais avec Jean-Philippe Nignol et Marcelin Nadeau, on avait un désaccord de fond avec Jean-Victor Castor. Je lui disais, Jean-Victor, attention, quand tu parles de ces sujets-là, moi j'ai vécu la campagne de 2010 en Guyane, quand tu parles de ces sujets-là, il faut écouter le cœur des gens. Et quand les gens parlent de la SODEC, parlent de l'eau, il faut être capable d'entendre ça. Et c'est parce que on a créé ce forum-là, qu'on appelle en sciences politiques la démocratie, excuse-moi, qu'on appelle la démocratie délibérative, qu'on peut se dire des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais bien faire comprendre que le travail des experts, ce ne sont pas des instruments au service d'une politique, ce sont des mondes, des Guadeloupéens qui ont dit, eh bien, c'est comme façon, ils savent monter en mur, eh bien, ils savent faire, ils ont un nom qui charpentier, eh bien, en apporter compétences en nous. Nous voulons faire notre part. Moi, pour ma part, j'ai décidé de ne pas faire de politique, mais d'être dans cet exercice-là, et je le fais. Et je trouve ça respectable. Parce qu'à part mon déroul, nous allons chercher au 21e siècle, comme on dit, aller à la Guadeloupe et expliquer des outils techniques. Donc, nous allons respecter les mots. Merci, professeur Pierre Chico. Une intervention de côté de ce monsieur et juste après c'est vous. Bonsoir. Allez, je vous écoute. Bonsoir. Ok. Du coup, merci pour cette conférence. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues, même les conférenciers, enfin les experts. J'aurais 3 questions vraiment succinctes, toutes simples, et j'espère potentiellement avoir une réponse aussi brève que ma question. Alors, la thématique de notre rencontre aujourd'hui, c'est le congrès des élus départementaux régionaux pour fusionner les deux organismes, pour avoir plus de compétences. Donc, est-ce que si on fusionne ces deux collectivités, est-ce qu'on aura les moyens, potentiellement, comme on a cité la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on aura les moyens que les jeunes fonctionnaires, les jeunes entiers qui passent des concours aient des postes à la sortie des écoles, parce que ça existe dans certains départements de France, comme la Nouvelle-Calédonie. Quand on passe un concours, ils ont déjà une liste de postes, un certain nombre de postes chez eux. Donc ça, c'est la question numéro 1. Est-ce qu'on sera en mesure de faire ça? Ça serait bien, en tout cas. Deuxième question, alors, je parlerai au public. Aujourd'hui, on parle du futur de la Guadeloupe. C'est vrai qu'on peut faire des procès d'intention à nos responsables, mais l'avenir se fait avec les anciens, ainsi qu'avec la jeunesse, parce que vos décisions que vous prendrez nous impacteront. Donc, pourquoi certains parents n'incitent pas leurs enfants à venir, forcez-les à venir écouter, voilà. Donc, c'est juste ça que j'avais à dire. Et les politiques aussi. Parce que les politiques aussi, quand on est en mesure d'organiser certaines festivités, on met les moyens pour que les jeunes se déplacent, même si, voilà. Donc, je pense qu'avec plus d'engagement, on pourrait faire en sorte que nous aussi on vienne. Voilà, ça c'était la parenthèse. Deuxième question, concernant les résolutions numéro 1, il y a une hyperinflation du taux de l'immobilier en Guadeloupe, ce qui fait que la plupart des jeunes ne sont pas en mesure d'acquérir des biens. L'ancienne ministre de l'habitation a dit qu'on devait renoncer au mythe du logement unique, c'est-à-dire que chacun a sa maison, son jardin. Alors, est-ce qu'on aura les compétences nécessaires pour, comme Paris, réguler le taux, enfin les prix du mètre carré en Guadeloupe? Ça existe à Paris, ça existe dans d'autres régions. Est-ce qu'en Guadeloupe, ça sera mis en place? C'est vraiment une question. Ça peut ne pas se faire, c'est juste pour savoir. Troisième question. Ah oui, donc concernant le prélèvement des impôts. Alors, la Guadeloupe est le 7e département avec le plus de fraude durant l'année 2021 à 2022. Est-ce qu'il y aura un organisme mis en place pour pouvoir réguler l'afflux,
l'autogestion de nos impôts, des impôts qui seront peut-être prélevés. Voilà, donc est-ce que c'est pensé? On a pensé à comment collecter. Est-ce qu'il y aura aussi des organismes faits pour réguler cette problématique? Parce que qui dit solution dit problème, qui dit... Il y a toujours le recto et le verso, donc plus de compétences veut dire aussi potentiellement plus de problèmes, voilà, des enjeux, de nouveaux enjeux. Ben, merci de m'avoir écouté, et voilà, Jordan, juste un antillais comme un autre. Merci beaucoup. Merci à vous, Jordan, de votre intervention. Vous avez interpellé donc les élus. On profite d'ailleurs pour saluer l'arrivée du président du conseil départemental, également président du congrès. On va profiter donc pour votre ensemble de questions, se tourner vers les experts qui puissent nous porter leur éclaircissement et puis revenir vers vous publiquement. C'est bien vos questions. Merci. Bonsoir à tous, Didier Létouche, donc très honoré d'être parmi vous, très honoré d'être dans un débat public en Guadeloupe, avec des Guadeloupéens, qu'ils soient experts ou pas. Et en réalité, souvent avec Pierre-Yves, Julien aussi d'ailleurs, on discute de qu'est-ce qu'un intellectuel. Un intellectuel, c'est un monde qui réfléchit pour payer. Donc, il y a une différence entre peut-être experts et intellectuels, parce que experts sont intellectuels qui payaient pour travail avec l'esprit, avec l'intelligence. Donc, il peut y avoir des scientifiques, mais je crois qu'en Guadeloupe, nous sommes pour la plupart des intellectuels parce que nous aimons notre pays, nous aimons réfléchir à notre pays, nous exprimons notre amour pour le pays de différentes façons. C'est ce que Pierre-Yves a voulu dire et je souscris à ce qu'il vient de dire. J'aimerais vraiment que, notamment dans la suite des débats publics, si effectivement il y a des politiques, il y a des citoyens, il y a des personnes qui vivent des quotidiens très difficiles, et il y a même des fois des experts qui en vivent aussi, parce qu'ils sont en Guadeloupe tout simplement, parce que c'est difficile de vivre en Guadeloupe, eh bien, l'intérêt c'est de pouvoir se réunir, réfléchir sous l'égide des politiques, mais ça peut être aussi sous l'égide de la société civile, et je crois que nous le faisons en Guadeloupe et que nous le faisons bien. Surtout quand il y a du respect, et c'est ça qui permet de faire fonctionner les choses. Très bien. Première réponse, je vais commencer par la fin. Première réponse, concernant la fiscalité, bien évidemment, avec un pouvoir normatif autonome, il va y avoir à la fois une remise en question par les élus eux-mêmes de leur approche de la fiscalité locale, mais aussi, à mon avis, des processus comment dirais-je, de contrôle fiscal qui vont être opérés entre l'État et entre les collectivités locales. Par exemple, il est intéressant de réfléchir à quelle sera un peu l'approche et prérogatives de la Chambre régionale des comptes. Est-ce que les choses vont être modifiées? C'est aussi intéressant de se dire qu'en termes de contentieux, il y aura peut-être des choses différentes qui n'ont jamais été traitées avant par les juridictions françaises en Guadeloupe et en France, notamment sur la question de l'indivision, sur la question du droit public, je sais pas moi, du droit de la fonction publique territoriale, etc. Donc, il y aura de nouvelles choses, pour parler vraiment dans un sens très large, mais c'est la vie du droit. Ça a toujours été comme ça. Donc, il y a de l'adaptation, l'État et la nouvelle collectivité territoriale, mais aussi avec l'expérience de la Martinique, de la Guyane, des Outre-mer de façon générale, avec les lois du pays. Moi, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que les lois du pays, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la Polynésie française. Et en fait, les lois du pays sont des règlements plus, c'est-à-dire des décisions de type administratif, mais qui ont une force de loi. Bon, je ne rentre pas dans le détail. On peut avoir ce type de pouvoir normatif, on peut avoir un pouvoir normatif législatif pour avoir des compétences qui sont du domaine du législateur, comme la fiscalité par exemple, et qui seront prises par les élus de la collectivité. Mais on peut avoir aussi des règlements qui, parce qu'il n'y a pas de loi au-dessus, eh bien, traiteront de problèmes locaux, de politique publique locale, avec force, entre guillemets, de loi. C'est-à-dire qui s'imposeront à tous, y compris à l'État. Concernant maintenant, alors tout ça pour dire que bien évidemment, de point de vue de la fiscalité, il va y avoir des mécanismes de régulation, des mécanismes de contrôle, de nouveaux impôts ou pas. Il faut voir comment, alors là la décision c'est vraiment d'aller vers quelque chose d'autonome, mais il faut voir quelle sera cette autonomie fiscale concrète. Ça m'amène à juste dire aussi, d'un point de vue économique, les marchés, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais avec un pouvoir fiscal autonome, on peut avoir effectivement des dispositifs qui permettent à des collectivités territoriales d'avoir des pratiques d'investissement qui seront sensiblement plus élevées et surtout
plus maîtrisé et spécifique, ce qu'on ne peut pas forcément faire vraiment dans le cadre actuel, même si en matière de fiscalité, l'État nous met sous, enfin l'État crée des droits fiscaux qui profitent à beaucoup, mais pas aux Guadeloupéens, et qui sont spécifiques dans le droit fiscal français. Concernant maintenant l'emploi territorial, alors là oui, la réponse est oui pour le coup, avec un pouvoir normatif autonome, on peut non seulement jouer sur la préférence locale à l'emploi, parce que ça existe déjà d'un point de vue juridique, mais c'est très subtil. Il y a un jeune collègue qui vient de soutenir, qui est réunionnais, qui est maintenant maître de conférence en Martinique, qui a fait une thèse sur la préférence en droit public local. Il étudie ça de façon vraiment très pointue pour montrer que, en fait, comme tu le disais Julien, c'est toujours en fait une question politique essentiellement. Si on veut faire en sorte de protéger pour toutes sortes de raisons, protectionnisme économique, chômage très élevé, difficulté d'intégrer ou de revenir en Guadeloupe quand on a passé un concours par exemple, on peut créer des lois qui permettent d'aboutir à effectivement recruter localement des personnes qui ont été recrutées pour la fonction publique territoriale d'un point de vue local. Ça se fait déjà, hein, c'est le principe même. Mais en fait, on peut avoir des dispositifs de ce type. Attention, quand vous passez un concours national, le principe il est national, c'est-à-dire que là, vous pouvez pratiquement pas avoir des règles qui font que quelqu'un qui aura un concours d'inspecteur de police, par exemple, pourra venir travailler directement en Guadeloupe. Par contre, on peut avoir une négociation qui permettra d'alléger, en fait, pas d'alléger, de suppléer les lacunes de ressources humaines dans la fonction publique nationale en Guadeloupe, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la police, dans le domaine de l'éducation. Ça aussi, ça peut être intégré dans un pouvoir normatif autonome, ou en tout cas dans une capacité à aller négocier avec l'État ce type de choses. Ta première question, ben, j'ai fini par oublier, quelle était-elle, s'il te plaît? Le foncier? Sur le foncier. Alors, sur le foncier, la réponse est oui et non. Parce que ce qui est prévu, c'est surtout de l'aménagement du territoire. Donc, le foncier public. Mais, et j'aurais pas dû oublier ça parce qu'en fait, c'est l'une des choses qui me pousse à m'investir, en fait, beaucoup. Il y a vraiment une problématique en Guadeloupe concernant la gestion privée du foncier. Pas simplement avec des questions d'indivision ou autres, hein, mais il y a de la spéculation foncière. Et quand un jeune veut revenir pour trouver un terrain, si ce n'est pas par héritage ou si ce n'est pas un coup de main, c'est pratiquement impossible pour lui d'avoir une maison aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus que c'est des choses que j'ai vécues personnellement. Et je me dis, si quand on a la chance d'avoir mon âge et d'avoir déjà certaines choses qui permettent d'avoir quelque chose, et qu'on se retrouve confronté à autant d'illégalités et autant de spéculations qui font que les Guadeloupéens ne peuvent pas en fait disposer de terre ou qu'on ne peut pas nous-mêmes avec ce qu'on a légué, c'est compliqué. Mais il y a aussi des questions comportementales guadeloupéennes, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que, bon, vous savez de quoi je parle. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y aurait une extension à avoir dans ces questions d'aménagement du territoire pour avoir ne serait-ce qu'un contrôle sur ce qui se fait concrètement, pas que sur le littoral, mais concrètement aussi dans la vente d'un certain nombre de terrains et dans certaines spéculations. Je sais que je peux fâcher certains qui vont voir ça à la télé, mais je le dis très concrètement. Là, nous sommes dans le mur. Dans le mur. Et en plus, le problème, c'est que nous sommes sur une île. Alors bien sûr, ce n'est pas un handicap structurant, mais une île, c'est pas l'hexagone. Ce qu'on a là, nos enfants ou nos petits-enfants ne sont pas sûrs de l'avoir. Très concrètement, hein, malgré tous les dispositifs juridiques. Donc, quand on passe le cap des banques et autres, etc., qu'on a la chance d'avoir quelque chose, c'est formidable. Mais ça, si le politique ne se mêle pas de ça, on ne pourra pas y arriver. Et si le politique ne s'y mêle pas avec des prérogatives, des dispositifs de politique publique locale en la matière, on ne va pas y arriver. Mais ça demande vraiment beaucoup de courage, parce que la situation, encore une fois, en Guadeloupe, elle est très particulière. Donc voilà, je voulais juste revenir sur, j'ai pas voulu, parce que je voulais que d'autres personnes posent des questions, mais votre question était vraiment très très intéressante, et c'est l'occasion de faire une précision.
tout ce qui est prévu, l'évolution statutaire, quelle que soit l'idéologie, quelles que soient les idées des politiques qui sont derrière ou devant, c'est pas de la prise de distanciation avec la France, c'est pas du tout ça. L'évolution statutaire, elle est inscrite dans un processus que l'État lui-même a engagé pour approfondir sa décentralisation. Et en réalité, tout ce qui est article 72, 74, ça a servi d'expérimentation pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la différenciation, moi j'appelle ça la différenciation à la carte, c'est-à-dire que le droit commun, c'est aujourd'hui le droit un peu de l'outre-mer. Aujourd'hui, n'importe quelle collectivité peut, par rapport à la volonté de l'État d'accentuer la décentralisation ou désengorger, en fait, désengorger toutes ces demandes financières des collectivités, et bien de donner un certain nombre de prérogatives que c'est le enfin, on va prendre les régions, que c'est l'Alsace, que c'est la Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc c'est un processus qui est national. Simplement, le choix, il est dans est-ce qu'on accepte qu'on nous donne, qu'on nous dise, bon, je ne pourrais plus payer ça, donc vous allez le gérer et vous allez vous débrouiller pour trouver l'argent, ou est-ce qu'on décide de dire, on va aller dans telle direction, gérer ceci avec telle compétence et telle responsabilité, et pour longtemps, c'est-à-dire quels que soient les élus qui sont là. Et moi, je crois qu'il faut quand même prendre... Il n'y a pas les élus et puis les Guadeloupéens, à un moment là, sur ces questions-là, c'est nous tous. Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on est responsable ou pas responsable? Est-ce qu'on attaque les problèmes ou est-ce qu'on nous a fait derrière et nous a mettre n'importe qui excuse derrière? Ou est-ce qu'on se met au service du pays? Moi, je suis effectivement un universitaire comme mes collègues. Certains d'entre nous ont eu un passé politique. Moi, je suis partie de ceux qui ont eu un court passé politique. Je n'étais pas obligé d'être là, je vous le dis très sincèrement. Mais non, il y a une forme de rassemblement qui se fait. Et je crois que ce n'est pas de l'idéologie que de dire, monsieur, qu'on doit réfléchir à ce qu'on fait. Plutôt que de ne pas réfléchir du tout ou de dire pire, qu'on n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que je suis très content de faire partie des experts, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, vous avez des Guadeloupéens, excusez-moi, des Guadeloupéens, des Antillais, qui réfléchissent à l'heure de venir. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'enfin, et c'est mon degré d'expertise, avec l'identité guadeloupéenne qui est en train de se construire, on commence enfin à voir vraiment qui nous sommes. Et pas pour le monde qui est venu faire ça avant nous. Donc moi, ça ne me dérange pas au dehors du côté scientifique d'être un citoyen qui s'exprime. Je l'ai toujours fait de toute façon. J'ai écrit un ouvrage sur ces questions-là depuis 2018. J'ai fait je ne sais pas combien de séances, soit de dédicaces, soit de conférences, pour parler de la différence entre 64 et 73, mais aussi de ce qui est pour moi le meilleur choix, le choix d'une autonomie pour la Guadeloupe. Je l'ai fait parce que je veux qu'on puisse arrêter d'avoir peur de ces questions-là. Surtout qu'on est dans le cadre français. Donc, il faut être dépassionné sur ces questions-là, mais il faut être engagé, effectivement. Et donc, voilà, ce n'est pas la peine d'avoir peur. On n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit, ni en tant qu'expert ou autre. Le politique a son rôle, on a notre rôle. Mais nous, ce qu'on vous dit très concrètement, c'est que juridiquement, ça fait partie d'un processus engagé par l'État. Et il convient, nous, de pouvoir mieux piloter les choses, parce que sinon, ben, il y a que mettez-nous, là, il y a toujours mettez-nous. C'est-à-dire en Dalou. Merci à vous, docteur Didier Détuche, de votre intervention. On l'a bien compris, donc cette question nous concerne tous. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de vous rappeler, pour celles et ceux qui sont arrivés un peu en retard, que le rapport est disponible également sur le site canoucafé.com. Pour l'intégralité, vous allez pouvoir vous consulter de nouveau les questions qui ont été abordées ce soir. Alors, monsieur, allez-y. Oui, bonsoir. Voilà, je m'attarde sur la résolution numéro 3. Une assemblée de 60 élus. Et je voudrais savoir si les 25 membres de la commission permanente font partie de ces 60 élus. Et un conseil civique de 60 membres. C'est 60 petits copains. Non, tout ça pour dire que pour l'instant, à mon avis, la plupart des gens avec qui je discute, ils sont quand même pour l'Assemblée unique. Mais un pouvoir normatif, ils sont quand même moins, parce qu'ils ne savent pas qui c'est qui sera à la tête de cette organisation qu'on veut mettre en place. Et c'est là la question. Qui c'est qui sera à la tête de cette
nouvelle organisation. Merci, monsieur. On va recueillir une autre question. Une autre question, et ensuite nous allons nous rediriger vers les experts. Parler directement. Merci. En tout cas, moi je suis très content d'être là ce soir. Je vais aller directement à ma question parce que je crois que l'article 73 avait ses qualités et défauts et qu'aujourd'hui nous voulons aller plus loin. Et comme moi je suis à la base réformiste, donc je veux aller plus loin. Mais par contre, il y a des boulets de 73 que je n'aurais pas aimé pouvoir encore continuer avec. C'est de voir que des autorités qui sont en place et qui piétinent eux-mêmes la loi de la République, est-ce que avec ce nouveau, avec l'article 74 ou autre, est-ce qu'on pourra se faire respecter et que ce nouveau article, quel que soit son nom, pourra être respecté et que les Guadeloupéens qui seront à la tête de cette nouvelle structure pourront demander des comptes à l'État quand ces mêmes autorités qu'il a mis en place piétinent ses propres lois. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être du côté de la Fédération? Oui, j'en ai une. Oui, bonsoir à tous. Et d'abord, félicitations à notre maire d'avoir organisé ce grand forum. D'abord, je suis agréablement surpris qu'il y ait autant de monde, justement. Et puis la hauteur aussi des réactions des experts. Alors moi, j'ai une simple question. C'est-à-dire que quand j'ai vu la résolution numéro 2, avec une plus grande autonomie fiscale, je me suis rendu compte qu'il y a un lien avec la résolution 3 sur le pouvoir normatif autonome, donc fixer les lois du pays. Alors, concernant l'aide aux personnes âgées, en 2030, la Guadeloupe va être le troisième département le plus vieux de France. Et donc, dans ce cas-là, quel est le projet maintenant qu'on va présenter à la France concernant nos aînés? Oui, Patrick. Ma question, donc merci bonsoir prochain, merci pour cette réunion, ça permet qu'on se voit, on s'écoute, on s'entende et qu'on puisse peut-être avancer quelque part ensemble. Mais ma question porte non pas sur les modalités après, mais c'est maintenant. Parce que j'ai relu un peu le document et je me suis amusé à relire encore le code général des collectivités territoriales, s'appliquant particulièrement aux DOM, et des textes de 21 février 2022, tout récent. Et systématiquement, au terme de chaque résolution, il est écrit que la présente résolution sera conformément à l'article L 5915.2 transmise dans un délai de 15 jours francs au conseil départemental et au conseil régional pour délibération dans les mêmes termes. Ça, c'est ma question. D'autant plus que, bon, le Congrès, c'est pas seulement, selon le texte, le code de l'État français, seulement la région, le département, mais aussi les maires. Donc, les maires ont disparu là, à ce moment-là. Je me pose la question, pourquoi? S'il s'agit de faire ensemble, d'autant plus qu'on est tous réunis ici, donc pourquoi la balle est seulement dans le camp du département et de la région? Deuxième question, et pourquoi j'ai une vieille culture française? Je suis allé à l'école de la France et on disait que lorsque le Parlement, on va voter une loi, il y a une navette parlementaire. Il y a une navette parlementaire, ça part de l'Assemblée nationale, ça va au Sénat, et si le Sénat n'a pas voté comme le proposait l'Assemblée nationale, ça revient à l'Assemblée nationale qui tranche en dernier ressort. Moi, ma question, c'est pas après, c'est maintenant. C'est jour prochain. Donc, là, on a oublié les maires,
parce qu'en fait, ce qu'on a lu là devrait peut-être, pourquoi pas, être discuté dans les différents conseils municipaux, éventuellement. Mais moi, ma question est là pour finir. S'il y a des accords, quelle est la suite de tout cela? Merci. Merci à vous, monsieur. Bon, je pense qu'il y a 4 questions déjà. On va peut-être répondre aux questions et après on répondre à d'autres. Je vais aborder les 2 premières questions et les autres seront abordées par mes copains. Non, sur le premier point, les 60 élus. Je ne sais pas qui a posé la question. Alors, je vais vous expliquer ce qui nous a amené à proposer et à adopter finalement 60 élus. Le constat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 collectivités et la somme, c'est 83. Ok? Il est évident que ça serait malvenu de reprendre, de faire une somme. D'autant que la population pense qu'il y a déjà trop. Ça, c'est une première chose. Et sur ce point-là, on a fait une enquête. On a fait un sondage. Et le sondage disait en clair, OK pour le changement, mais avec moins d'élus, si possible, entre 43 et 53. À la base, c'était ça. Alors nous, on avait la possibilité d'aller dans le sens du courant, de la tendance dominante, ou bien aller plus loin, se demander si 43-53, ça suffisait. Et pour y répondre, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Martinique, on est allé en Guyane. On a interrogé ceux qui étaient à la majorité, ceux qui étaient dans l'opposition. Mais ce qui nous intéressait, c'est surtout l'opposition. Parce qu'en Martinique, on a interrogé M. Marie Saint, qui est un indépendantiste, qui a des positions assez radicales sur certains points. Il nous a dit, écoutez les gars, nous au départ, on raisonnait comme vous, quoi. Il faut baisser le nombre, 43, enfin il y avait une collectivité unique déjà, entre 46 et 82. Et pourquoi en avoir tant? Alors il nous a dit, à l'épreuve du pouvoir, on s'est rendu compte que 43, 53, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les responsabilités de l'élu sont telles qu'il faut au moins 60 élus. On a la même réflexion en Guyane. On s'est dit, plutôt que de faire du populisme, soyons réalistes et tirons des expériences des autres. Hein. Voilà pourquoi on est arrivé à 60. Alors maintenant, l'autre question sur le conseil civil, qu'est-ce que c'est des petits copains? Non, je pense qu'il faut être sérieux. Tel que Maragnès a présenté le dossier, ce sont des citoyens tirés au sort et qui sont censés être représentatifs du territoire. Alors, techniquement, je ne sais pas comment ça se dérouler, mais l'objectif, c'est ça. Oui? Donc, on peut pas dire qu'ils seront... Alors, ça sera à voir concrètement. Donc voilà, si vous voulez, les premiers points sur la première question. Maintenant, sur la deuxième question, en rapport avec 74. Alors je vais peut-être répondre à une question qui n'a pas été posée précisément comme ça. Mais si j'ai bien compris, est-ce qu'en adhérant 74, est-ce qu'on pourra se faire respecter? Vous comprenez que c'est la question. Mais en fait, si vous voulez, je crois que le débat est dépassé. C'est dépassé parce qu'on nous enferme dans une division entre 2 articles, entre 2 numéros d'articles. C'est dépassé. J'entends encore des politiques, ou même d'autres personnes, pas politiques seulement, qui disent on nous met dans le 74, on ne veut pas le dire. Mais écoutez, ça, mais oui, ça tue à la carte, comme a dit le monsieur. Aujourd'hui, on peut faire son menu. Vous pouvez être dans le 74, si vous voulez, mais aller piocher dans le 73, dans l'identité législative. On a la possibilité d'avoir des statuts hybrides. Saint-Martin, c'est le plus bel exemple. Ouais. Ils sont en 74, ils sont régions ultra-périphériques, ils ont des compétences qui relèvent de l'identité législative, jusqu'au moment où ils vont décider d'en sortir ou d'aller plus loin. Vous voyez, donc je veux dire par là qu'il faut qu'on sorte de la peur, et quand on avance des numéros, on fait peur. Parce que tout le temps, 74, c'était la peur, l'autonomie et tout ce qui accompagnait. Si aujourd'hui, vous expliquez aux gens,
quel contenu vous proposez. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question d'article, c'est quel est le contenu du projet. Si vous demandez aux Guadeloupéens s'ils sont d'accord pour la préférence à l'emploi, par exemple, ou un statut fiscal, pratiquement 100% des Guadeloupéens vont dire qu'ils sont d'accord. Mais ça, c'est pas de l'identité législative, ça. Ça relève plutôt de la spécialité législative. Autrement dit, on peut être autonomiste sans le savoir. Mais si vous dites aux gens autonomie 74, mais on sait ce qu'on attache généralement à ces mots-là et à l'article 74. Je dis par là que ce débat est dépassé et qu'il faut maintenant envisager un projet qui soit sur la base des intérêts propres de la Guadeloupe. C'est ça. Quels sont les intérêts propres de la Guadeloupe et que veut-on défendre? Voilà la question. Ce que demande la République. Merci à vous, le professeur Fred. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors, on a tendance à croire, lorsqu'on va définir toute une série de compétences, qu'il va falloir toutes les exercer du jour au lendemain. Ça n'est pas dit. Je prends simplement l'exemple de Saint-Martin-Saint-Marthe. Lorsque on a arrêté par la loi organique les compétences, on a dit certaines compétences vont être exercées immédiatement, d'autres compétences vont être exercées après la première législature, première mandature. Autrement dit, il peut y avoir un échelonnement dans l'exercice des compétences et on n'est pas obligé de manger tout le plat de Colombo le même jour. Ça, il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui acté, on a l'expérience. Deuxième chose que je voudrais dire. Alors, on a parlé de Saint-Martin, Sainte-Marthe, etc. Ce sont les collectivités françaises et leur relation avec l'Europe. Mais essayons d'aller voir un peu plus loin. Les Açores, les Canaries, Madère, qui ont une autonomie extrêmement large, qui font des lois. Ce sont des régions ultra-périphériques, d'ailleurs, ouais. Qui ont un certain nombre de compétences douanières. Ce sont des régions ultra-périphériques. Autrement dit, il est possible aujourd'hui de composer un modèle qui nous soit propre, qui nous ressemble et qui est à l'image de nos intérêts et que l'on va pouvoir construire en fonction des besoins, sans vouloir aller ni trop vite ni trop loin. Moi, si on me demandait quelle était mon aspiration fondamentale, moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis pour la souveraineté de la Guadeloupe. On ne va pas dire. C'est ça qui est fondamental. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine de poser cette question-là. On n'y est pas. Aujourd'hui, essayons d'aller progressivement et exerçons les compétences. La vraie question, et c'est celle qu'un étudiant m'a posée un jour, il m'a dit, Monsieur Mérillon, on sera responsable un jour. On sera responsable un jour. La question d'un jeune. Et je crois que c'est cette question-là que la société nous pose. Merci de votre intervention. On se tourne du côté du public. Bonsoir, madame. Mais non, oui. On n'a pas répondu à la question de monsieur sur la LUM et sur le congrès. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, en tout cas, Jean Bidin, tout à l'heure là, en certain, nous toutes qui la noyé les scissions, et pour montrer mon importance à la Constitution, parce que tout à l'heure là, Fred a dit que il a utilisé l'article pour faire mon paix. Mais si on a dit, par exemple, l'autre décision, qui verset qu'a dit, je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. On va répondre Jean 14, verset 6. Mais là, nous ne parlons pas de religion. Nous avons un droit constitutionnel, nous avons réfléchi à ce pays-là, et nous avons quatre qui sont quatre Français qui régissent par la Constitution. Et je reviens, monsieur, à la question que tu posais sur la fiscalité. En tout cas, on dit ça parce que là, on ne peut pas comprendre des dits qu'on ne peut pas parler français ou qu'il faut qu'il pond moun ou pas qu'il faut qu'il pond moun. Et ce que je dis souvent, c'est que les questions qui sont posées par les profanes nous permettent, nous qui sommes spécialistes, d'aller beaucoup plus loin. Et la question qui est posée sur la fiscalité, la réponse, elle est dans l'article 72-2 de la Constitution. Je vais vous le dire de façon technique exprès et en qui est traduit après. Article 72.2 de la Constitution qui a été révisé le 28 mars 2003. Comme Dominique a dit que la France, il sait de quoi il parle, il est vice-président du Sénat, il a fréquenté tous les jours, il a mangé, il a entendu ça, il a dit.
il a dit que la France compte ses centimes. En 2003, c'était déjà écrit, les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. C'est-à-dire que la fiscalité nationale, et au déterminé librement. Ça, c'est le premier bitin. Le deuxième alinéa de l'article 72-2 dit, elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ce qui est acté dans les résolutions du Congrès. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Et donc, je me disais que cette compétence fiscale qui apparaît pour nous dans le cadre du 19e Congrès, Président, je te regarde, comme étant une grande trouvaille, mais c'est déjà dans la Constitution depuis 2003. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'utiliser. Et là où ça va plus loin, et que ça rejoint ce que disait Dominique sur la question de compter les centimes, et dès 2003, on comptait déjà les centimes, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie des collectivités une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Et quand j'explique ça, que ce soit dans les conférences en batole, dans n'importe qui commune de la Guadeloupe, ou aux étudiants, en cas de que la France changeait tellement, nous on dit qu'à parler de dotation globale de fonctionnement, qu'on peut augmenter, c'est quelqu'un qui soit présent, l'argent en collectivité territoriale, c'est impôt et ça, on a prêté côté la banque. Et donc, la nouvelle ingénierie financière et fiscale d'une collectivité territoriale, c'est qui gens ou qu'a fait pour pas trop augmenter les impôts, et qui gens ou biser l'argent pour construire l'école, pour faire route, pour faire etc. de bidin, pas emprunter trop pour pas endetter et pour que c'est l'État qui a géré en place. On est entre ces deux éléments-là et ça permet de montrer la pertinence de la question de la réflexion sur une nouvelle fiscalité guadeloupéenne. La question posée par monsieur sur le Congrès, merci monsieur de poser la question parce qu'à l'âge que j'ai, je me suis tondu, mais quand je laisse pousser ma barbe, il y a un peu de blancheur. Et je me souviens que lorsque le Congrès a été institué, j'étais collaborateur du président Karam en Guyane. Je racontais ça à deux personnes qui sont là, quand ils ont bâti. On peut raconter des bitins, ni des noms, nous pébailles. À l'époque, les Guyanais disent on veut exaucer le vœu de Justin Cataillé, qui est décédé, un avion qui est tombé, je crois, du côté de DL, le 22 juin. Et ils disent, 1952, Justin Cataillé, député guyanais, a dit un statut spécial pour la Guyane. On veut exaucer ce vœu-là. Que font les Guyanais? Ils décident de rassembler au même moment les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Au moment où les Guyanais font ça, c'est pas encore prévu par la loi. Hein. C'est-à-dire que les Guyanais créent le Congrès avant la loi parce qu'ils avaient réfléchi si divini a payé. Et donc, la tension politique est tellement forte à ce moment-là, c'est Jean-Jacques Kéran qui était ministre des Outre-mer de M. Jospin, et en fait, les collaborateurs de Jean-Jacques Kéran, ministre des Outre-mer, viennent en Guyane, dont un, dit non, pour ça va pour qu'il y ait des agréments, qui a été DGS de la région Guadeloupe pendant un moment, dit, étant donné que vous avez créé le Congrès, et que nous, on ne veut pas vous donner l'Assemblée unique ou la collectivité unique, on n'a qu'à inscrire ce que vous avez créé dans la loi. Et c'est comme ça que la loi du 13 décembre 2000, en cas c'était loi, pour Domino Carrément en Pangal, et pas Cachemou en Pangal, la loi du 13 décembre 2000 va venir légaliser, formaliser, sacraliser ce que les Guyanais avaient créé en marge de la loi. Et qui fait qu'il y aurait été ni à la Martinique, à la Guadeloupe, et les Réunionnais disent, ça c'est aspiration à eux, nous ne pouvons pas rentrer dans ces bitins-là. Bon, je pense qu'ils sont en train d'évoluer sur cette question-là. Et donc, Guadeloupe, Martinique, Guyane, on a le Congrès. C'est vrai, monsieur, que dans un premier temps, le législateur, le Parlement français a dit, le Congrès, c'est conseillers généraux et conseillers régionaux. Et dans un deuxième temps, notre humble serviteur, il est humble, n'est-ce pas, qui est là, comme il est législateur, qu'il est sénateur, il a dit qu'en Guadeloupe, pourquoi on n'intégrerait pas aussi les maires dans le Congrès? Pourquoi? Bon, Dominique, c'est bien ce que tu as fait, mais tu l'as pas inventé, puisque la loi du 27 juillet 2011, lorsque la Guyane et la Martinique passent en collectivité unique, on associe au Congrès
les maires, et donc à un moment là, ça, on parlementaire guadeloupéen qui s'est là, qui dit, mais si on fait pour la Guadeloupe et la Guyane, nous pouvons faire aussi pour la Guadeloupe. Et c'est comme ça que les maires, et c'est une bonne chose, participent au congrès. Et pour finir, pourquoi ça doit être voté dans les mêmes termes que le département et la région? Nous, expression n'a pas aimé, peut-être ça peut être le président là, peut-être les présidents du conseil régional, c'est que là, il n'y a pas parlé de conseil départemental et conseil régional, il y a dit les collectivités majeures. Et moi, je me plais quand je fais des conférences pour des maires, des conseils municipaux, à dire qu'on ne s'est pas répété collectivité majeure. Parce qu'un conseiller départemental et un conseiller régional pas au-dessus d'un conseiller municipal. Puisque la Constitution qu'a dit, il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre. Et donc, ça c'est la traduction de la question que je me posée qui est pertinente. Pourquoi le département et la région? Et pourquoi là, il passe au congrès, il va envoyer dans tous les mairies? Mais c'est pour une question qu'a pensé de rapidité et qu'il y a considéré que département et région, c'est deux collectivités majeures. Et d'ailleurs, depuis quelques années, la vraie collectivité majeure en droit public français, c'est la région et beaucoup moins le département. Voilà. Et donc, c'est voté dans les mêmes termes. Et là aussi, pardon de parler encore de la Guyane, c'est qu'en Guyane, en 2003, 7 décembre 2003, quand la Guadeloupe est consultée, elle dit non à plus de 70%. La Martinique est consultée, qu'elle dit non à 50 et quelques %. La Guyane n'est pas consultée. Pourquoi? Et c'est pour ça que votre question est très intéressante, monsieur. Elle n'est pas consultée parce qu'au Conseil général de la Guyane, à cette époque-là, il manque une voix pour que ça soit voté dans les mêmes termes. Et le gouvernement avait dit une collectivité ne peut pas s'autodétruire, comme dans Mission Impossible avec Tom Cruise. Et donc, c'est comme ça que les Guyanais n'ont pas été consultés. Parce que pour qu'une collectivité puisse s'effacer, il faut qu'elle puisse dire oui. Et c'est pour ça qu'on demande que les résolutions soient votées dans les mêmes termes, conseil départemental et conseil régional. Voilà, j'espère avoir répondu de manière complète à votre question pour vous dire, encore une fois, que les choses sont réglées comme du papier à musique, à part des trois Guadeloupéens qui carrent ni Bastère et qui disent les bons matins, qui disent c'est ça nous voulons, c'est comme ça nous voulons. Les choses sont réglées comme du papier à musique. Et de toute façon, s'il pas comme ça, on va t'équer là. Voilà. Merci à vous, professeur Kalichiko, de votre intervention. On va se tourner du côté du public. Une dernière réponse de votre... Très bien, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis madame Civis. Je suis particulièrement intéressée, on ne m'entend pas, par ce qui se passe depuis le 17 juin, c'est-à-dire le congrès et puis ce forum citoyen ce soir. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur là-haut concernant la gestion de l'eau, puisque je mène un combat depuis 9 ans pour défendre les citoyens sur la problématique de l'eau et l'assainissement dans le Sud-Bastère précisément. Pour mettre en rapport ce qui se passe ce soir, et c'est vrai que je suis attachée, M. Détouche, aussi au respect qu'on accorde à nos politiques, à nos intellectuels, parce que ce n'est pas facile ni d'être politique, ni d'être des intellectuels sur les problématiques que nous évoquons pour la Guadeloupe en ce moment. Donc déjà, merci à ceux qui veulent bien plancher pour essayer de nous faire voir le chemin que nous devons emprunter. Tout ça pour dire, pourquoi il y a cette défiance et cette peur concernant ce qu'on nous propose pour l'avenir de la Guadeloupe? C'est que nous n'avons pas une photographie réelle, notamment en termes de ressources. Depuis quelque temps, on nous dit que la France parle nous l'argent encore, mais tout ça nous a rapporté à la France. Donc ce soir, j'aimerais savoir de quelles ressources nous disposons réellement par rapport à notre position, par rapport à la France. Parce que nous avons eu la chance d'avoir le rapport du cabinet Lefebvre, effectivement, avec M. Collet qui a essayé de nous expliquer plein de choses. C'est très bien, mais on a des doutes sur les chiffres. Quand on me dit qu'on bénéficierait d'1 milliard pour fonctionner, j'aimerais qu'on nous précise d'où ça vient, quels sont les leviers que nous aurons pour pérenniser ce milliard et peut-être trouver d'autres sources de financement. Et enfin, j'aimerais savoir, tout comme le deuxième monsieur qui est intervenu ce soir, concernant notre relation au pouvoir central. C'est très bien. On ne peut pas rester dans l'immobilisme, il faut qu'on dise à la France, voilà ce qu'on a envie de faire maintenant pour notre territoire.
quelle oreille, et je m'adresse au sénateur Théophile, que nous avons réellement au niveau du gouvernement, qui va prendre en compte ces propositions, ces résolutions que nous allons signer. Qui sait qui peut dire qu'on a une garantie de voir la mise en œuvre de ces résolutions à moyen ou long terme, compte tenu des relations que nous voyons avec le pouvoir central actuellement. Yo jaka laguez-nous. Et ça qui n'est pas vrai, c'est parce qu'il ne fait pas vrai. Quand on dit que la dotation globale de fonctionnement diminue, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein? C'est qu'on nous invite, et tous ces élus de l'Hexagone qui sont venus, qui sont venus dernièrement à la rencontre de la population, qu'est-ce qu'ils ont dit? Démerdez-vous, hein? Prenez votre destin en main. Donc il ne faut pas avoir peur des difficultés que nous avons rencontrées jusqu'ici, mais justement il faut saisir l'occasion de montrer que nous pouvons faire. Et l'exemple de l'eau, monsieur, je suis d'accord avec vous, on n'a pas donné un bon exemple. Puisqu'on est en échec sur la gestion de l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. Et il aurait fallu qu'on ait quand même des éléments qui montrent au pouvoir central, même si j'ai compris que c'est une loi organique, c'est pas du 2.0, on ne part pas de rien, on ne s'éloigne pas de la France, mais il faut montrer aussi des gages que nous pouvons faire, que nous savons faire et que nous saurons faire. Donc, messieurs, je vous demande de bien vouloir préciser l'origine des ressources, les leviers que nous avons pour les stabiliser et surtout en trouver d'autres financements pour garantir le fonctionnement réel dans l'autonomie de notre territoire Guadeloupe. Excusez-moi, juste, moi je vais poser ma question, juste pour compléter les propos de la dame, est-ce qu'il y a un calendrier par rapport à tout ce projet et dites-nous si c'est un calendrier à court, moyen, long terme, parce qu'on a constaté que depuis 2000, dans les années 2000-2003, la Guadeloupe enceinte et bébé là en vente toujours. En TV, ça veut dire qu'il a sorti. Est-ce que nous n'y en calendrier concret? Voilà, c'est ça ma question. D'autres questions? Bonsoir tout le monde. Alors, ma question va porter sur la justice et l'organisation de la justice. Donc, j'entends bien qu'on revendique un certain nombre de compétences. On sait que la justice est une compétence régalienne de l'État. Et le jour, ce que je ne souhaite pas, le jour où un litige naîtra concernant les compétences qui nous auront été transférées, comment cette justice va s'organiser? Est-ce que ce sera encore le droit régalien qui va s'appliquer, ou est-ce qu'on verra naître des juridictions particulières qui s'adapteront à nos réalités et à nos réalités guadeloupéennes? Voilà. Merci de votre question, monsieur. On se retourne du côté donc, des experts suite à cette vague de questions et on retournera de votre côté, cher public. Bonsoir. Désolé, je vous rejoins que maintenant, mais j'étais à Trois-Rivières. Nous avons mis un mémorial pour les dissidents, parce qu'il faut savoir qu'en 1940, il y a un Guadeloupéen qui était parti et pour lutter contre le nazisme, etc., et qui ne sont pas reconnus aujourd'hui malgré leur contribution. Donc, c'était le cas. Il y a un certain nombre de questions qui, peut-être au-delà des experts, qu'il faut aborder. Juste pour répondre, il y a un instant concernant monsieur sur les maires, il est vrai que c'est le congrès des élus régionaux et départementaux et des maires. À tel point que le pourcentage de congressistes ayant le plus voté pour les résolutions, ce sont les maires. Sur 32 maires, il y avait 28 présents et 27 ont voté pour et un maire s'est abstenu. Donc c'est pour montrer que c'est 80% des maires qui ont voté pour ces résolutions. Pour les conseillers régionaux, c'est 26, etc. Donc ces résolutions ont été votées à 70%. Mais c'est pour cela aussi que
dans le cadre des travaux, chaque année, avant le congrès, nous faisons une réunion avec l'ensemble des conseillers municipaux de toutes les communes, c'est-à-dire il y a à peu près 800, donc on les avait conviés un mardi soir, et tous les conseillers municipaux, donc adjoints, maires, ils étaient convoqués, de manière à ce qu'avant le congrès, s'ils ont des observations, des préconisations, pour qu'ils puissent en tenir compte. Voilà, c'était pour un peu clarifier. Maintenant, sur la procédure, une fois que le congrès a pris les résolutions, il s'agit, comme l'a expliqué Pierre Chico, que le département et la région puissent voter dans les mêmes termes ces éléments. Donc, moi, en tant que président du congrès, une fois que le congrès a été voté, donc j'ai fait un courrier au président de la région pour qu'il puisse mettre à l'ordre du jour ces résolutions. Et de même que je crois au niveau du département, c'est vers le 18 ou le 19 que nous aurons une plénière et ces résolutions donc seront votées. Ensuite, il y a un courrier aussi, ces différentes résolutions et avec l'avant-projet de loi organique qui sera adressé au président donc, de la République. Et c'est à partir donc, de ces éléments que le calendrier sera déterminé. Et c'est aussi important que ce congrès, puisque 80% des élus soient présents, qu'il soit voté à 70% pour donner toute sa force aux différentes résolutions. Puisqu'il faut savoir, quelles que soient les résolutions que nous allons voter, il est nécessaire qu'elles soient validées par la population. Donc il y aura une consultation, souvent on entend dire, bon, c'est il a décidé, pas décidé. Il y aura une consultation qui sera faite à l'ensemble de la population. Et c'est pourquoi que nous organisons donc des réunions comme ce soir avec les experts, de manière à ce que chacun soit imprégné. Il y a 4 résolutions, Kayadan, et que vous puissiez poser toutes les questions. Et je crois que madame vous posait une question sur le calendrier. Voilà un peu les étapes qui vont venir dans les jours prochains. Ensuite, concernant les marges de manœuvre. Donc nous avons voulu 2 choses. Et là, c'est une démarche inédite d'ailleurs, on le dit. Les autres collectivités qui ont évolué n'ont pas fait cette démarche pour déterminer les flux entre la France, enfin l'État, et les collectivités, les 2 collectivités. Donc à partir des budgets des 2 collectivités, des différents impôts existants, de manière à pouvoir déterminer. Et lorsqu'on parle de dotation globale, de dotation de compensation, puisque lorsqu'une compétence est exercée par l'État, quand il transfère la compétence, il doit te donner le coût que lui coûtait sa compétence. Je traduis très simplement. Par exemple, je prends le RSA, l'État transféré RSA pour les départements, et bien, coût là, il est coûté là. Après, si ça augmente, c'est toi qui vas prendre en charge le surcoût. Mais c'est cela. Et d'où cette nécessité de bien connaître les flux, premièrement, et de pouvoir négocier pour que tes compétences que tu vas exercer, nouvelles, tu puisses avoir la dotation qui correspond. Donc c'est pour cela, pour les différentes compétences que nous allons exercer. Maintenant, concernant la fiscalité, le but, c'est d'avoir des marges nouvelles. Puisqu'aujourd'hui, les taux, tout est figé. Je prends au niveau du département, en tant que président, nous n'avons aucune marge sur les impôts. Aucune marge. Donc, et le but, c'est d'avoir donc des marges. Donc, il y a un certain nombre d'impôts qui existent, où les impôts seront maintenus en l'État, ils vont être transférés. Il y a un élément que le cabinet donnait. Aujourd'hui, les entreprises françaises qui travaillent en Guadeloupe, qui font leur activité en Guadeloupe, mais ils ne paient pas leur impôt en Guadeloupe. Ils paient leur impôt au niveau national. De même que les entreprises martiniquaises ou guyanaises, mais surtout Martinique, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises de Martinique qui travaillent en Guadeloupe, mais ils ne paient pas leur impôt en Guadeloupe. Avec une autonomie fiscale, ils vont devoir payer leur impôt sur l'activité qu'ils réalisent. Donc lorsqu'on voit au niveau des impôts constants, si on prend au niveau des impôts constants, rien qu'avec l'autonomie fiscale, ce sont des gains supplémentaires qu'on peut avoir avec au niveau donc, des impôts. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples ainsi. Et le chiffrage que nous avons pu faire, c'est une première étape. Maintenant, dans cette démarche, il faut pouvoir déterminer maintenant les entreprises qui sont... puisque ce que je viens de dire, c'est de quantifier. De dire combien d'entreprises, qui activité et quel gain cela pourrait représenter.
Donc il y a plusieurs éléments, voir comment on pourrait faire évoluer l'impôt sur le revenu. De même qu'ils ont donné des éléments. Et c'est pour cela que nous essayons de vulgariser autant que faire se peut ce support, puisqu'il permet de comprendre comment sont déterminés les impôts, quel est le montant, TVA a représenté combien, et octroi de mer combien, l'IR combien, l'IS combien. Parce que la Guadeloupe a un problème aujourd'hui d'attractivité. Lorsque nos jeunes ne reviennent pas en Guadeloupe, ce n'est pas simplement un problème d'emploi, un problème d'attractivité. Et tous, nous avons un fils, un neveu, un petit cousin, un petit voisin qui fait ITP venir travailler en Guadeloupe. Mais souvent, il va venir travailler en Guadeloupe. J'ai entendu quelqu'un dire sur, je fais juste une parenthèse, j'ai entendu quelqu'un dire sur le vieillissement. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, en 2030, 36% de la population aura plus de 60 ans. Et sur ceux qui ont 60 ans, il y a 25% qui ont plus de 60, qui ont plus de 75 ans, avec tous les problèmes d'autonomie. Et on explique que, par exemple, 25% ont des problèmes de déficience motrice ou physique. Donc c'est un deuxième handicap. Et le troisième handicap, c'est aussi concernant le niveau de revenu. Donc tout cela nécessite qu'il puisse y avoir des politiques publiques adaptées, des politiques publiques qui tiennent compte de ces éléments, mais surtout que nous ayons donc des leviers pour l'attractivité, pour permettre à ce que les gens puissent revenir. On l'a évoqué aujourd'hui, on parle de préférence locale, mais quel que soit là, président, ou, il ne peut pas faire en sorte qu'il y ait privilégié au Guadeloupéen pour les emplois. Ce qui est possible en Nouvelle-Calédonie, c'est possible en Polynésie, sur ces différents territoires, ou encore le foncier. C'est-à-dire, si on prend un petit groupe, par exemple, si vous parlez des 100, 250 euros, 300, le mètre carré, tu ne peux pas l'avoir. Donc, de même aussi, ces compétences nous permettront peut-être de déterminer, enfin, on va déterminer, on va dire, ouais, pour acheter un terre, peut-être faire 10 ans, 15 ans, ou présent, ou là. De manière à éviter une spéculation. Mais aujourd'hui, les textes ne nous permettent pas de le faire. Donc je donne des explications un peu de ce type pour bien comprendre, puisqu'il y a deux aspects. Souvent, on dit évolution institutionnelle, on se résume à regrouper départements et régions. Non, il y a sûrement ce premier principe. Mais deuxième principe, ce qui est surtout innovant, puisqu'on va regrouper les deux, Martinique, Guyane, Yofei. Mais il y a qui regroupe les deux, on va voir que ça n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Faire des compétences propres. Par exemple, pour protéger sur le foncier, sur l'éducation, enfin, il y a tout un ensemble de compétences et je pense que les experts ont eu l'occasion de soulever cela. Et ce qu'il faut se dire, ce sont des marges de manœuvre. Puisqu'on va faire, bon, il y aura des compétences, mais on ne l'a pas réglé, enfin, etc. Il y a certaines choses que de toute manière tu ne pourrais pas régler. Il y a certaines choses aujourd'hui, quelle que soit la volonté, que tu ne pourrais pas régler, puisque je vous ai expliqué pour le foncier, enfin tout un ensemble de problèmes. Aujourd'hui, c'est de donner un cadre. C'est de donner un cadre pour que les politiques puissent avoir donc des marges de manœuvre pour pouvoir agir. C'est en ce sens que toute cette démarche que nous mettons en place. Et ce matin encore, j'étais avec la déléguée de l'Outre-mer au niveau sénatorial, qui est une dame de Sébar, et qui disait que cette évaluation que nous faisons, qu'on a pu faire pour déterminer donc le montant, est assez innovant. Les autres collectivités n'ont pas pu le faire. Et maintenant, on veut aller plus loin. En tant que président du Congrès, j'ai missionné Califer et André Atala pour, dès aujourd'hui, qu'on puisse réfléchir sur les blocs de compétences. Par exemple, département qui a occupé des collèges et région qui a occupé des lycées. Il y en a qui a occupé des routes départementales, etc. Il y a à peu près 5 ou 6 où c'est le cas, la culture, on ne sait pas qui s'occupe de la culture, si c'est département ou région. Donc, il va y avoir l'objectif qu'il puisse y avoir une collectivité unique. Mais ce qu'il faudrait, c'est que dès aujourd'hui, avec les experts, qu'on puisse déjà travailler pour dire, bon, si c'est, nous allons mettre un seul monde qui occuper de ces collèges-là ou des lycées-là, et qui permettrait de faciliter le jour, puisque c'est un processus, mais qui nécessite que nous continuions à travailler. L'an dernier, on a voté le principe
qu'il y a une collectivité unique. On a voté le principe de pouvoir normatif. Le 17 juin, ce qu'on a voté, c'est que bon, on fait une collectivité unique, mais combien elle est, qui gère la carrière et quel mode de gouvernance. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair sur cet aspect. Et de même pour les compétences, on a dit bon, on veut compétences fiscalité, mais qu'il y ait un petit dingue. On veut compétences aménagement, mais qu'il y ait un petit dingue. On veut compétences partagées avec l'éducation. En plus, c'est raisonnable, puisque aujourd'hui, tu ne vas pas prendre la compétence de l'éducation, la Guadeloupe peut financer ça. De même qu'en santé. Donc ce sont des éléments où tu dois partager ces compétences, mais tout en sachant que cela représente un coût. Et ce qu'on dit, c'est que, je crois que c'est le professeur Détouche qui disait qu'il va avoir notre monde dit nous. Puisque si nous ne disons pas ce que nous voulons, il ne faut pas se faire d'illusions. Au mois d'avril, je crois, le président Macron avait convoqué tous les parlementaires et les présidents des collectivités d'outre-mer. Ce qui est à l'ordre du jour, l'évolution institutionnelle. Il était à l'ordre du jour. Il l'a annulé pour l'Ukraine, etc., etc. Mais ce qui voulait dire que quand c'est comme ça, tôt ou tard, si vous ne pas dire ça au V, on a nous dit oui, c'est ça d'abord. Merci à vous, Monsieur le Président, le Conseil départemental également, qui concerne votre intervention. Oui, quelques précisions par rapport à la question posée, notamment sur la justice. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin, Président. D'autant plus que le Président-là a mandaté des mouns pour expertiser effectivement dans quelles conditions il nie pour faire une évolution institutionnelle ou statutaire. Et ça m'a beaucoup frappé parce que en réalité, les deux experts, un économiste et un juriste, qui d'ailleurs a officié chez nous, le rapport qu'ils ont rendu est un rapport qui est particulièrement, je dirais, dithyrambique sur la nécessité que nos territoires, je dis les Outre-mer de façon générale, puissent évoluer d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse décloisonner les choses, parce qu'il y a aujourd'hui fondamentalement, au-delà de ces questions, parce que c'est nous qui avons été question à l'identité, parce que nous avons un problème avec nous-mêmes. Est-ce que nous Guadeloupéens, est-ce que nous Français, est-ce que nous Lédés, est-ce que nous Antillais, est-ce que nous Africains? Ce sont des questions fondamentales que nous tous unis. Depuis Paul Valentin en 1946, c'est capable de ça, et il proposait une autonomie. Sauf qu'effectivement, bon, ben, c'est Césaire et les autres qui l'ont porté, et on est allé dans la départementalisation. Mais derrière l'identité, il faut parler d'identité, ça aussi, il ne faut pas qu'on ait peur de parler de ça. C'est pour ça que je suis content de travailler sur les emblèmes. Il y a une question de relation de l'État à ses collectivités et de l'État à ses outre-mer. Il y a plus d'une centaine d'outre-mer dans le monde. Les îles Cook sont représentées, beaucoup plus petites que la Guadeloupe, sont représentées à l'ONU. Yoga l'ONU. Donc, ça, c'est pas... Les questions, je ne sais plus, c'est toi qui disais, c'est dépassé les questions de est-ce qu'elle nous est vers la France ou pas vers la France. On est déjà plus loin. C'est comment fonctionne concrètement. Et donc, pour dire que sur la justice constitutionnelle et le Conseil d'État, en fait, il y a une hiérarchie à la fois des juridictions et des normes. Oui, ne t'inquiète pas. Il y a une hiérarchie des juridictions et des normes. Tous les textes, qu'ils soient de collectivité 74, 73 ou, comme c'est dépassé, toutes les collectivités, les textes sont soumis au contrôle juridictionnel, donc de la justice, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel in fine, y compris les projets de loi organique, les projets de loi, les projets de règlement, etc. Et quand il y a un contentieux, c'est réglé par les mêmes juridictions en fonction de l'ordre de priorité ou de gravité du problème. Donc, il y a des conflits, tribunal administratif, cour administratif d'appel. Et pour ce qui est du Conseil constitutionnel, quand un citoyen considère qu'on lui applique une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, eh bien, il peut aller devant, il peut par exemple, s'il y a un texte qui est pris par la collectivité territoriale future, éventuelle de Guadeloupe, il pourra soumettre cette décision-là et dire, mais regardez, le texte et la valeur de loi, il est contraire à la Constitution, et donc je demande au Conseil constitutionnel de se prononcer. Et le Conseil peut annuler, enfin, peut dire que la loi, le texte est inconstitutionnel. Donc voilà, on est dans un ordre qui va rester effectivement régalien, qui va rester national, en sachant qu'il y a aussi un autre niveau qui est le niveau européen, mais je ne rentre pas là-dedans. Mais il y aura donc cette hiérarchie qui sera respectée de toute façon. Ensuite, vous direz également qu'il y aura des économies aussi, pas simplement au niveau fiscal et autres, c'est pas parce qu'il y
une bonne fiscalité que forcément ça va fonctionner. Certes, c'est important, mais il faut aussi être capable d'avoir une bonne gestion des deniers publics, même accessibles, des recettes. Et donc, savoir faire de bonnes dépenses et savoir faire avoir de bonnes recettes. Or, vous pensez bien que si, alors tout le monde n'est pas pour la fusion forcément, il y avait d'autres dispositifs, là on va vers la fusion. Mais s'il y a une fusion, on espère quand même qu'il y aura moins de doublons de compétences et donc beaucoup moins de dépenses multipliées par 2. En Guadeloupe, on est dans une situation où il y a le contexte fait, notamment naturel, qu'il y a tout le temps les collectivités majeures se substituent souvent à l'État. Mais l'État intervient aussi, hein. L'État joue son rôle. Moi, en tant qu'observateur, je peux vous dire l'État, bon, mais il joue son rôle, des fois il le joue avec trop de zèle. Et en réalité, il y a toujours de l'argent à dépenser en plus. Quand il y a des cyclones, tremblements de terre, des problèmes sociaux, des problèmes de violence, des problèmes de grève, des problèmes de... Donc on est tout le temps à flux tendu quand on est dans les collectivités pour dépenser. Il y a, je crois, une possibilité, et le fiscaliste l'a dit d'ailleurs, d'avoir une bonne rationalisation des finances quand on va regrouper. Mais il y a aussi une nécessité, et c'est là où peut-être en tant qu'expert, on dit des choses, les élus décident. Moi, sur l'évaluation des politiques publiques, j'attends encore un petit peu. Je crois que c'est nécessaire, mais il y a un travail vraiment de fond à faire. Certes, les services administratifs des collectivités ont des données, ils analysent, ils présentent ça aux élus. Mais je crois que globalement, il faut qu'on connaisse un peu mieux ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je finis avec l'eau. Désolé, mais il faut nous aussi... accepter de dire que l'eau là n'a pas rien qui est élu qui mal géré ça à une époque et qui n'a des difficultés à mal gérer. L'État n'a pas fait travailler pendant un bon moment si des bidets qui étaient pour faire, qui étaient pour empêcher nous arriver là nous bien. Et là on est dans une situation, je suis désolé, mais vous mettez n'importe quel, même Superman nous a mis à la tête d'une collectivité qui dit du mal à régler ça. Puisqu'on a des infrastructures qui sont complètement pourries. On a des problèmes de gestion qui n'ont pas été faits par ceux qui devaient le faire, notamment dans le privé. Et je suis aussi désolé, nous consommateurs, on a une responsabilité là-dedans. Donc, il y a le monde qui n'est pas payé de l'eau, pour X raisons. Donc ça, il faut regarder les choses avec lucidité. Oui, on a un problème d'eau, comme on a ça, ceci, cela. Mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher, le quotidien ne doit pas nous empêcher de penser à l'avenir. Et ne m'en voulez pas un président, un sénateur, comme vous voulez. Politiquement aussi, il faut nous raccorder vers la réalité de la démocratie. Les élus sont choisis et on vote pour eux. Alors votez pour ça qu'il a, ou pas voter pour ça qu'il a, mais c'est eux qui ont décidé fondamentalement. Donc les zones ont problème, ils ont plairer après, mais c'est eux qui décident. Donc il faut accepter ça aussi et arrêter tout le temps dire nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas bon, nous n'avons pas bon. Mais il y a des collectivités qui fonctionnent très bien en Guadeloupe, qui sont excédentaires, qui font des choses, des intercos qui fonctionnent bien aussi. Bon, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, pardonnez-moi de sortir un peu de la casquette d'expert, mais c'est tellement passionné. Voilà, c'est la casquette du Guadeloupéen. Il y a des choses qui marchent vraiment bien ici et qui marchent politiquement. Mais le projet, c'est notre projet, c'est pas que le projet de l'OSBA ou de Chalus ou de je ne sais qui d'autre, parce qu'il y a des projets à l'évolution constitutionnelle aussi au niveau parlementaire. Merci donc de votre intervention, docteur Détouche. On va donc poursuivre sur une dernière intervention. On a donc le micro. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, en qualité. Patrick Jacobin. Alors, je suis très content parce que je pense que c'est une des premières fois que j'interviens. Je ne suis pas politique. Mais je tiens à dire quelque chose. Je suis très content parce que on voit vraiment la démocratie. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Que ou avait moins, que ou avait un tel, que ou non. Il faut qu'on puisse accepter et entendre l'opinion de l'autre. Alors, ça doit se faire dans le respect. Parce qu'un élu, comme M. Théophile, c'est un élu, un représentant qui a été élu par le peuple.
Donc, on doit se respecter, s'auto-respecter. Je tiens à le dire. Enfin, je parle de Théophile, mais les élus qui sont là. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé de suppositoire. Alors, personnellement, si on me donne le choix entre un comprimé et un suppositoire, je vais prendre le comprimé. Donc voilà. En fait, c'est ça. C'est une question politique. Et le Congrès, en fait, c'est la fabrication d'une voiture. On fabrique notre propre voiture. Qui après, quel que soit celui qui conduit, après on va voir ça. Mais déjà, allons fabriquer la voiture. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur, il ne faut pas qu'on fasse peur non plus aux gens, parce qu'il faut qu'on soit responsable. Alors, j'entends dire, ouais, que on nous force là, non, c'est une logique depuis 2022, 23, 22. Il y a eu un premier congrès, il y a un deuxième congrès, il y a des résolutions. En fait, on fait des étapes. C'est pas avant-hier, le 15 juin, qui a été fait un congrès, et voilà. C'est une démarche. C'est une démarche qu'on est en train d'expliquer au peuple Guadeloupe. Et on essaie de suivre l'acheminement. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur et qu'on prenne nos responsabilités. Parce que moi, je suis dans un domaine public. Est-ce que vous savez que le territoire, comment dirais-je, c'est l'ADL qui contrôle, c'est la seule région et département de France et de Navarre où c'est l'État qui contrôle le littoral. Le Petit-Bourg, c'est l'une des communes avec le plus d'espace vert. Ce sont eux qui contrôlent nos terres. C'est pas normal. C'est le seul département région où c'est l'État, la DIAL, qui nous contrôle. Ça va dire rien, les gars. Mais ça s'arrête quand même. Donc, voilà un exemple concret de ce qui se passe. Alors, on parle de fiscalité, quand vous savez, de la TVA, de la création de valeur, quelqu'un qui se lève à 4 h du matin, qui produit du pain, 8,50% va à l'État. Alors, je ne parle même pas des PMU. Un point de PMU, c'est 6 000 € par semaine de bénéfices nets. Quand ça remonte, on ne touche pas un centime dedans. Est-ce que vous voyez, c'est normal? Ce sont des éléments sensus qui nous bouffent notre fric. Et nous comptons. Alors, je n'ai rien contre le PMU, mon gars, à je veux PMU. Mais, quand on réfléchit, on a des éléments sensus qui nous pompent. Alors, est-ce que dans la fiscalité, on ne peut pas récupérer un pourcentage dedans pour faire avancer notre pays? C'est ça. Ah, est-ce que vous savez, quand nous étions colonie, nous fabriquons de la valeur. Ça veut dire que le PIB était supérieur à 120%. Depuis que nous sommes départements, nous sommes des pays sous-développés. Ça veut dire que nous ne pas créer valeur encore. Ça va dire taille. Eh bien, voilà. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'entends quelqu'un, j'ai entendu plusieurs personnes. Ouais, c'est forcément. Mais non. Il y a eu des webinaires, il y a eu des réunions, il y a eu plein de choses. Mais si nous-mêmes, nous pas déplacer le samedi, ah ouais, un habitant pour faire, mais c'est nous-mêmes qui avons fait habiter, non?
faut pas avoir peur, faut se déplacer, faut s'intéresser. Mais attends, mais vous décidez pas nous. Et comme M. Mérion disait, eh bien, la fin de nous dit, M. Kilos Barati, il y avait un truc avec Macron, eh bien, il a décidé pas nous. Et nous on demande Manglos en plus. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur et qu'on puisse avancer sereinement. C'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter, mais il faut avancer sereinement. Alors, ce que je discute de ça, parce que moi j'ai des enfants, je suis guadeloupéen, et que, bon, je me pose des questions. Le problème, il faut beaucoup de gens qui me disent, ah, mais avec l'OSBA et président à concret, à collectivité, mais ce n'est pas la personne, que ce soit Guy l'OSBA ou que ce soit Charlus, mais c'est Guadeloupéen. C'est des Guadeloupéens. Donc, il y a des six proches là, qui aussi. Donc voilà, il faut qu'on ait une vision globale du pays et qu'on puisse faire avancer notre pays pour nos enfants. Parce que nous avons des enfants et qu'on puisse... Eh bien, moi j'ai de la chance. Parce que j'ai joué des côtes. Mais comme je suis parti en France, et gagner vieille, ça c'est pas normal. Donc voilà tout ce que je dis. Faut pas nous payer. Faut pas nous payer. Petit à petit, un pas après l'autre, on va essayer d'avancer. On va pas dater, mais on va avancer. Et c'est ça qui est bien. Merci. Merci pour cette note positive, M. Jacobin. Merci de votre intervention. En tous les cas, on l'a bien compris. Ce soir, on parle vraiment d'une avancée progressive. La pédagogie aussi est mise à l'honneur pour que vous puissiez justement rester informés. On vous le rappelle, donc, le site canoufait.com pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires et les supports, la restitution également donc, de ces travaux. Vous allez pouvoir donc voir les replays. On remercie donc la présence des médias également. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers intervenants, nous arrivons au terme de ce forum citoyen riche d'enseignement, d'échange et surtout d'écoute mutuelle. Merci à nos experts qui ont su répondre à toutes vos questions, les questions qui restent posées, les experts pour la clarté, la profondeur de leur analyse, bien sûr. Je pense au professeur Camille Chicot, docteur Didier Détouche, le professeur Sébastien Matoura Parsat, excusez, maître Isabelle Marie Gabriel, docteur Julien Mérillon, le professeur Fred Reynaud pour leur réponse, retour au public, les élus pour leur engagement constant, bien sûr. Merci au maire David Lesbords de la ville de Petit-Bourg de nous avoir accueillis en ces lieux, le sénateur Dominique Théophile et puis bien sûr monsieur le président du conseil départemental et président du congrès qui tâchera de nous faire quelques mots avant donc que nous puissions nous retrouver pour ce moment de convivialité. Bien sûr, monsieur le président, si vous voulez bien prendre la parole pour vous adresser donc à nos citoyens, à votre public. Bonsoir. Bien, juste pour vous dire merci. Merci d'être venus, d'avoir pu échanger avec les experts. Et puis, nous allons continuer les forums comme aujourd'hui, tout au long de l'année, pour que, comme j'ai eu l'occasion de dire, chacun puisse s'imprégner de ces résolutions et que tous nous soyons dans cette dynamique de changement et d'amélioration des différentes politiques publiques. Et puis, je crois que le monsieur, il a dit, monsieur Jacotet, il ne s'agit pas d'encadrer, Jacobin, excuse-moi. Il ne s'agit pas d'encadrer ni pour l'OSBA, ni pour Charlis, ni pour Sapoti, ni pour Jaldon, ni pour Théophile, ni pour Châteaubon. Donc, en fait, c'est même idée, la Constitution française est là, et après, chaque monde a agi. Peut-être, il y a un autre monde qui l'a, peut-être les collectivités qui peut-être même en politique encore. Donc, à pas raison pour faire derrière. Donc, bien au contraire, et pour ne pas me répéter, si on ne décide pas nous-mêmes, on va décider pour nous.
Merci à vous, cher public. La convivialité aussi est de rigueur. Nous l'avons bien compris. Donc, vous l'avez bien compris, on vous invite maintenant à poursuivre ces échanges de manière plus informelle pour ce cours de l'amitié. Belle soirée à tous. Soyez prudents. Bonnes vacances. Mais ils arrivent pas à faire. Je ne vois pas souvent alors. Je veux passer au vote. Ce qui arrive. Ce que tu dis à chaque fois. Plein de changements. Plein de changements quand même. Oui. Tu prends encore. Je vais arriver à l'ancienne collègue de ma grand-mère. Ah ouais, vraiment? Sur le réseau. Oh, madame. Ouais. Au revoir.